C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Avec la formation du nouveau gouvernement de Binyamin Netanyahou et la passation des pouvoirs au sein des différents ministères hier, une passation sur laquelle nous allons revenir dans un instant, eh bien, les deux principaux quotidiens israéliens, Israël Hayom et le Yediot Aharonot, ont décidé ce matin de donner la parole dans leur première page aux Israéliens, afin qu'ils puissent exprimer leurs doléances ou encore leurs suggestions aux nombreux membres de ce volumineux gouvernement. Le Israël Hayom a tout simplement décidé d'ouvrir ses colonnes à des Israéliens qui ont écrit à leur nouveau ministre. Le titre du quotidien gratuit est clair, à l'ordre du jour. Et on peut lire par exemple la lettre d'Itaï Kashti, qui est commerçant et qui s'adresse au nouveau ministre des Finances Israël Katz en lui demandant de se pencher d'urgence sur le sort des indépendants israéliens qui trop souvent se retrouvent privés des droits les plus élémentaires, en particulier dans le cadre de cette crise économique liée au coronavirus. Nir Napachi, un élève de première dans un lycée israélien, suggère au nouveau ministre de l'Éducation, Yoav Gallant, il faut s'y habituer, de modifier la manière ancestrale d'enseigner dans les écoles israéliennes. Itamar Edelstein, le président de l'association des étudiants de droit en Israël, s'adresse au nouveau ministre de la Justice, Avi Nissan-Koren, en lui demandant de ne pas oublier les jeunes juristes et de les promouvoir. Shimon Bouskila, habitant de Sderot, demande à Benny Gantz, le nouveau ministre de la Défense, de permettre aux habitants de la ville frontalière durement éprouvée de retrouver le plus rapidement son calme et sa sérénité. Et enfin, Chen Buxenbaum, interne des hôpitaux, qui demande à Yuli Edelstein, le nouveau ministre de la Santé, d'instaurer une réforme qui réduise considérablement la durée extraordinaire des permanences de ces internes dans les hôpitaux israéliens. Et cette requête nous conduit directement à la manchette du Yediot Aharonot de ce matin, qui lui se focalise justement sur les internes des hôpitaux israéliens. Sur la moitié de sa première page, le grand quotidien israélien nous présente le témoignage anonyme mais très dur d'une de ces internes qui avoue qu'après 21 heures de permanence sans discontinuer, elle n'a pas réussi à discerner que l'un de ses patients était en train de faire un infarctus. Et le journal de citer plusieurs cas qui prouvent à quel point la prolongation de ces tours de garde dans les hôpitaux israéliens est dangereuse. Le cas d'un médecin épuisé qui n'a pas réussi à rester focalisé lors d'une réanimation, ou celui d'un interne dont les mains ont commencé à trembler lorsqu'il a voulu faire une prise de sang à un bébé, et le cas dramatique d'un médecin qui s'est endormi au volant en rentrant chez lui après 26 heures de garde ininterrompue. Bien évidemment, ces internes témoignent sous le couvert de l'anonymat, mais leur témoignage prouve qu'il est indispensable de faire quelque chose pour réduire la durée incohérente donc de ces tours de garde, à l'attention bien entendu du nouveau ministre de la Santé, Yuli Edelstein. Après avoir donné la parole à ces Israéliens, eh bien, les principaux quotidiens israéliens reviennent ce matin sur les nombreuses cérémonies de passation de pouvoir qui se sont tenues durant la journée d'hier dans les différents ministères israéliens. Le Yediot nous montre sur une double page les passations dans les ministères les plus importants. On y voit Naftali Bennett passer le flambeau de la défense nationale à Benny Gantz, avec une première déclaration ferme de Benny Gantz. Nous repérerons les menaces proches et lointaines et nous les neutraliserons. On peut voir également Israël Katz recevoir le mandat des mains du ministre sortant des Finances Moshe Kahlon, et Yoav Gallant recevoir les clés du ministère de l'Éducation nationale des mains du rabbin Rafi Peretz. Le Israël Hayom, lui, se focalise plus particulièrement ce matin sur la justice israélienne, le ministère de la Justice et la passation tendue d'hier entre le ministre sortant Amir Ohana, qui a adressé quelques pics critiques au parquet avant de partir, tandis que son successeur Avi Nissan-Koren, lui, a promis de défendre corps et âme le monde de la justice. Le Israël Hayom reprend également en évidence ce matin les déclarations faites par le nouveau chef de la diplomatie israélienne, le général de réserve et ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi, qui a affirmé que le plan Trump était une occasion historique à saisir, tout en précisant, probablement après les menaces du roi Abdallah de Jordanie, que le renforcement des relations avec le royaume hachémite était de toute première importance. À ce propos, justement, l'éditorialiste Caroline Glick écrit, je la cite, qu'il ne faudrait pas que les menaces vaines du petit roi jordanien retardent l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Et le Yediot Aharonot fait état d'un premier défi parlementaire pour le gouvernement dès aujourd'hui, un projet de loi déposé par l'opposition au sujet des meurtres de femmes qui se sont multipliés de manière dramatique ces dernières semaines. Est-ce que la coalition soutiendra un tel projet qui, dans l'absolu, devrait faire l'unanimité, ou bien s'opposera-t-elle par principe à une telle initiative? C'est la question que se pose Amichai Attali ce matin dans le Yediot Aharonot.
Tous les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur la condamnation par le tribunal de Lod d'Amiram Ben Oliel pour l'attentat qui a coûté la vie à 3 membres de la famille Dawabché à Douma en juillet 2015. Le père, la mère et leur petit bébé. Les juges ont à l'unanimité reconnu Ben Oliel coupable de ce triple meurtre commis à l'aide d'une bouteille incendiaire qui a embrasé le domicile de la famille palestinienne. Cette condamnation ne nous ramènera pas nos proches, affirment les membres de la famille Dawabché dans le Israël Hayom. Les journaux soulignent que Ben Oliel a été reconnu coupable d'actes terroristes, mais pas de participation à une organisation terroriste. Les avocats de cet Israélien ont déjà déposé un recours contre cette condamnation. Avi Dabouche, dans un éditorial dans le Israël Hayom, rappelle que cet attentat meurtrier avait conduit à l'époque le président de l'État, Reuven Rivlin, à prononcer une petite phrase qui lui avait été ensuite reprochée. Les membres de mon peuple, avait dit le président, ont choisi la voie du terrorisme et ont perdu tout humanisme. Beaucoup d'Israéliens à droite se souviennent de ces propos comme d'une accusation générale visant à affecter l'ensemble de la population juive de l'État d'Israël. Et Avi Dabouche écrit ce matin que lorsqu'un public entier se sent culpabilisé injustement, il ne peut pas se livrer à un examen de conscience pourtant indispensable. Le Haaretz lui consacre une partie de sa première page à ce verdict de la justice israélienne et Gidon Livy, le journaliste israélien qui s'est fixé depuis de nombreuses années pour objectif de défendre à l'aide de sa plume les Palestiniens, écrit ce matin dans le quotidien de la gauche israélienne qu'il était impossible de dissimuler ce triple meurtre ou même de le refouler. Le sang de la famille Dawabché criait hier dans la chambre calcinée dans laquelle Ben Oliel a lancé sa bouteille incendiaire. Fin de citation. Les quotidiens israéliens et les sites d'information annoncent que Binyamin Netanyahou a fait savoir qu'il ne serait pas présent à l'ouverture de son procès dimanche prochain devant le tribunal de district de Jérusalem, où plus exactement ses avocats ont demandé au parquet de le dispenser d'être présent, et le Premier ministre a invoqué les restrictions liées au coronavirus, mais surtout les mesures de sécurité exceptionnelles dont il fait l'objet pour se soustraire à cette situation qu'il faut bien l'avouer risque pour lui d'être plutôt embarrassante. Un mot sur la crise du coronavirus pour souligner que le nombre de malades recensés est toujours en baisse, très sensible en Israël, et pour indiquer, comme le fait le Maariv ce matin, que le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri a préparé un plan de sortie de crise pour permettre aux fidèles des 18 000 synagogues de l'État d'Israël de se retrouver progressivement à l'intérieur de ces synagogues dans les prochaines semaines, après plus de 2 mois de fermeture. Tous les quotidiens, enfin israéliens, se penchent sur l'impressionnante vague de chaleur qui a déferlé sur le pays depuis vendredi et qui devrait nous accompagner encore jusqu'en fin de semaine avec des pics de chaleur exceptionnels, plus de 38 degrés à Jérusalem, 42 à Tel Aviv, à l'ombre bien entendu. Les journaux rappellent que c'est demain que les plages du littoral israélien devraient être officiellement ouvertes pour la plus grande joie des Israéliens qui, après 2 mois de confinement, vont pouvoir se rafraîchir en plongeant dans une mer méditerranéenne encore relativement fraîche. Et puis nous terminerons cette revue de la presse en soulignant que le Israël Hayom et le Yediot Aharonot rendent ce matin un hommage dans leur colonne au grand acteur français que fut Michel Piccoli, qui, vous le savez, s'est éteint hier à l'âge de 94 ans. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.